mais comment analyser l'événement qui est en train de se réaliser et qui ne s'est pas totalement réalisé, c'est-à-dire qui est en cours. La géopolitique, elle a une habitude, et avec un tic, qui est, très rapidement, quand je vais vous donner le terme, vous comprendrez, qui est la bascule. C'est un mot très à la mode. Le point de bascule. La bascule. En réalité, la bascule, c'est quand c'est visualisé par une courbe où effectivement il y a un phénomène de bascule, il y a une sorte de retournement de tendance. Ce n'est pas la crise des ciseaux, mais c'est le retournement des tendances. Donc, effectivement, la géopolitique, elle adore étudier les tendances, alors tendances économiques, démographiques, sociales, culturelles, politiques, et de mesurer les points de bascule. L'expertise pays, qui est une discipline très goûtée par les sciences politiques, tente de cerner ces points de bascule sur une moyenne durée. Nous verrons qu'en réalité, c'est l'étude des causes. Mais, confronté à l'événement qui apparaît comme ça d'une façon presque spontanée, la science politique est un petit peu... n'a pas l'appareil d'analyse nécessaire. Et c'est plutôt les historiens, donc les historiens de l'histoire immédiate, qui ont, c'est très prétentieux, mais en fait qui ont la possibilité de dire il faut aussi étudier l'événement en tant que tel. Il faut étudier les tendances, il faut étudier les causes, il faut étudier les contextes, il faut étudier les structures, mais il faut aussi se pencher sur l'événement. Or, c'est souvent difficile. J'ai tenté de le faire dans le cas du Kenya. J'ai fait un séjour relativement long entre décembre et avril 2025. Et donc, effectivement, j'ai eu la tentation de collecter des données, de collecter des témoignages, de collecter des récits, de collecter des images, de cartographier les événements, en sachant que parfois il y a une source qui est nouvelle pour l'historien, qui est Internet, mais que cette source est encore plus piégeuse que les sources classiques de l'historien, qui sont les sources du témoignage, du témoin, de l'écrit, de la représentation. Mais là, Internet est aussi un petit peu, est à la fois une réserve, une archive, mais aussi un piège. Et ensuite, s'est posée la question très pratique du concept de génération, puisque très rapidement, le label Génération Z, Gen Z, fait référence à génération. Et là, toutes les sciences humaines et sociales sont un petit peu embêtées par ce concept de génération. On a l'habitude, en tant qu'historien, et même la géopolitique et les sciences politiques, on a l'habitude de travailler beaucoup plus sur des grands ensembles, des communautés, des classes, des communautés nationales ou des communautés de genre. Là, le concept de génération pose problème. Alors, j'ai retrouvé une étude assez intéressante. Bon, tout ce que je vais vous donner comme référence bibliographique, c'est en jaune dans les PowerPoint, en fait, sur le document qu'on va vous envoyer. Il y a un historien français, Jean-François Sirinelli, qui a été le premier à dire « Mais non, ça c'est la génération, c'est pas un concept vide qui envoie une dénomination hasardeuse, c'est aussi une réalité, qui est une réalité démographique, une cohorte, mais qui est aussi une réalité au niveau de l'identification. On s'identifie au travers d'un événement. Et donc, effectivement, quand on parle de génération Z, il faut savoir que la génération Z, c'est aussi une expérience collective vécue par les jeunes qui vont s'identifier à ce qui, au départ, est plutôt un terme de marketing. C'est-à-dire, les gens qui s'intéressent aux générations, ce n'est pas les sociologues, ce n'est pas les politologues, c'est des gens qui travaillent sur le commerce et qui essayent de cibler les habitudes alimentaires, les options de consommation des différentes générations.
Donc vous voyez, on est passé, là on est en train d'utiliser un terme qui est très, très bien maîtrisé par des sciences qui sont les sciences du commerce, du marketing, mais qui en fin de compte renvoie à une réalité qu'il faut prendre en considération. Alors, j'avais intitulé au départ ce cours Va-t-on vers un printemps africain? Là, j'ai été un petit peu piégé par le succès de l'appellation. La notion de printemps est assez intéressante parce qu'elle est régulièrement utilisée par les journalistes, ainsi que par les historiens et par les sciences politiques, mais surtout c'est un terme très journalistique. D'ailleurs, j'avais un projet qui était d'écrire un petit article dans le site Conversation, et ils avaient été très attachés à conserver ce terme « va-t-on vers un printemps africain » au travers du cas kényan. La notion de printemps est assez difficile, c'est-à-dire que ça fait référence au printemps des peuples. Alors le printemps des peuples, c'est le 19e siècle, mais ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on oublie souvent, c'est que le printemps des peuples, c'est aussi la génération romantique. Ça, il y a une coïncidence. Bon, on voit ça au travers essentiellement de l'essor des nations, de l'essor du projet démocratique en Europe, mais il faut savoir que c'est aussi lié à une génération, qui est la génération romantique. Donc la notion de printemps des peuples, de printemps politique est particulièrement important. On parle du printemps orange. Le printemps orange, c'est quand les pays de l'ancien bloc soviétique ont réclamé leur indépendance politique vis-à-vis de l'ancienne ou de l'URSS ou de la Russie. On parle du printemps arabe, qui a été particulièrement important, qui a coïncidé avec le dégagisme de certains satrapes, de certaines autorités, mais aussi, comme nous le savons par la suite, le début d'une série de catastrophes. Donc la notion de printemps est un petit peu piégeuse, mais je l'ai utilisée parce qu'effectivement c'est une façon, on pourrait dire, soit d'attirer, non pas la clientèle, mais d'attirer l'attention, hein, mais aussi en fin de compte parce que c'est un terme qui est passé au-delà du langage commun dans l'usage académique, l'usage scientifique. Alors, je vous donne un exemple au travers de l'Afrique. On a plusieurs ouvrages qui ont avancé l'idée d'un printemps africain. Le printemps africain de l'indépendance, ça c'est évident, hein, avec l'ouvrage dirigé par Blum sur Révolution. En années 80, c'est l'ouvrage de David Bourgi et de Christian Casseran, puis des travaux beaucoup plus récents sur le printemps démocratique dans la fin des années 2010-2020. Donc la notion de printemps est quelque chose d'assez courant, et donc je l'utilise, mais avec doigté, comme d'ailleurs il faut utiliser le concept de génération et doigté. Alors, j'ai tenté dans cette première séance de cerner les problèmes, et nous verrons dans la séance suivante, qui porteront beaucoup plus sur des cas, le cas kényan, malgache, ou Rwanda, des cas que je connais pour différentes raisons et que je peux mieux maîtriser que d'autres exemples tirés soit de la Corne de l'Afrique, soit du Sahel. On pourrait dire en géopolitique, hein, tendance petit à petit, anxieusement, en Afrique. Et en réalité, c'est l'étude des causes. Et dans un deuxième temps, je m'arrêterai sur plutôt l'étude des motivations, c'est-à-dire ce qui poussait les jeunes à prendre le pouvoir dans la rue, parce que c'est effectivement, ça s'est passé comme ça.
Alors, pour les causes, c'est donc quelque chose d'assez classique, hein, où on essaie de voir quels sont les éléments qui vont favoriser la prise de parole de la jeunesse, que l'on va qualifier de génération Z. Dans ces causes, on en y a plusieurs. Il y en a certaines qui sont très solides, très bien mesurées. Il y en a d'autres qui peuvent être débattues. Alors, dans ces causes qui expliquent la montée en puissance de la jeunesse, il y a bien sûr, vous connaissez, c'est un petit peu mon dada, l'arrière-plan démographique. L'Afrique est une population jeune. Alors, quand on regarde la carte et quand on regarde l'âge médian c'est l'âge qui sépare les plus vieux et les plus jeunes. Bon, l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. Donc il y a autant de populations inférieures à 19 ans que de populations supérieures à 19 ans. Et si vous regardez bien cette planisphère, l'Afrique, cette bande sahélienne qui se prolonge un petit peu jusqu'à l'Inde, c'est démographiquement cette ère de rajeunissement. Rajeunissement qui est identifié au travers de la génération des Zoomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1990 et 2010. Et là aussi, nous verrons que de façon pratique, dans ces manifestations, il y a bien sûr majoritairement cette génération, mais il y a aussi la plus jeune génération, les alphas, et la génération suivante, et les milléniaux. Donc là, c'est un élément qui explique cette montée en puissance de la jeunesse, c'est cette poussée démographique. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération, qui est, on pourrait dire, le décor de ce que nous allons tenter d'expliquer. Deuxième élément important, c'est la situation de cette jeunesse. Alors, elle est ambivalente, elle est ambiguë. J'ai deux photos qui me semblent bien résumer la situation de la jeunesse africaine. Première photo, celle de gauche, en fait, oui, de gauche pour vous aussi. Celle de gauche, c'est une jeunesse au chômage, désœuvrée, qui n'a qu'une envie, c'est de quitter le pays, de tenter sa chance. D'ailleurs, autant dans le Moyen-Orient qu'en Europe, on a toujours cette vision que les Africains vont vers l'Europe, ils vont aussi et majoritairement vers le Moyen-Orient. Donc cette image d'une jeunesse équipée, avec un niveau de chômage élevé, entre 15, 20, 25%. Mais aussi une jeunesse scolarisée. Et souvent même à des niveaux élevés. Alors ça dépend des pays, mais du moins les pays que nous allons étudier, c'est le cas. Et donc vous voyez cette jeune diplômée, toute heureuse, parce qu'effectivement, elle a, juste après la proclamation, elle a la toge, elle a le calot, et en Afrique c'est vraiment important. Hein, les séances de proclamation des résultats sont des moments de fête collective, et il y a dans la presse des relations. Pour les familles, c'est aussi une espérance qui est énorme. Or, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc on a à la fois une jeunesse frustrée socialement, qui s'apparente à un lumpenprolétariat, c'est-à-dire une jeunesse qui va être tentée de voler, va être tentée durant ces événements, et c'est ce qu'on cache parfois parce que c'est une image négative, mais de régler ses comptes, en fait, de voler des éléments de survivance. Mais il y a aussi, et ça c'est beaucoup plus pour dire, problématique pour les pouvoirs, il y a une jeunesse formée qui n'a pas l'espoir de réussite. Parce que le marché de l'emploi dans les pays africains, même des pays dits émergents, comme le Kenya, le marché de l'emploi n'arrive pas à absorber cette masse de diplômés universitaires. Et ces diplômés universitaires, ce sont ce que les sociologues appellent des cadets sociaux, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des cadets, ils sont toujours derrière. Ils n'ont pas accès
Donc effectivement, ça c'est un élément qui, joint à la démographie, explique cette poussée d'une jeunesse qui a des raisons de se mobiliser vu les attentes. Alors, des attentes qui sont encore plus fortes lorsque la croissance se manifeste par l'enrichissement de certains. Lorsqu'on voit apparaître des classes moyennes, bien sûr, on voit apparaître des oligarques, bien sûr, mais lorsqu'on voit apparaître des classes moyennes, c'est-à-dire que la situation de l'Afrique évolue très rapidement, et dans certains pays, on a entre 5, 10, 15% de population avec des niveaux de vie de classe moyenne, pas nécessairement de classe moyenne européenne, mais de classe moyenne mondiale. Et donc, effectivement, ce ressentiment d'être rejeté ou d'être repoussé, le rejet c'est l'open prolétariat, le repoussé c'est les calés sociaux, ce sentiment est très fort. Autre élément qui explique cette montée de la jeunesse, alors c'est un sujet qui a été très travaillé par la sociologie, l'anthropologie, c'est le fait que dans cette Afrique du XXe siècle ou du XXIe siècle, et depuis l'indépendance, les jeunes ont été toujours aux avant-postes des grandes batailles politiques, que ce soit l'indépendance, que ce soit les guerres de libération, mais ils ont toujours été les perdants de l'histoire. Il y a là une sorte de pesanteur que l'on explique par, on pourrait dire, l'importance des personnes âgées, l'importance des seniors, l'importance du patriarcat ou du matriarcat âgé dans les sociétés africaines. Moi, quand j'étais en Afrique, j'avais des jeunes collègues qui me disaient, nous, on est les bâtisseurs d'autoroutes, et c'est les autres qui avaient leur Mercedes vont les emprunter. Ça voulait dire les autres, les aînés. Tous les partis de libération, tous les partis africains, qui étaient partis uniques puis partis démocratiques, en fait la période démocratique, avaient tous des jeunesses politiques. Avaient tous parfois des milices politiques, qui étaient des jeunes. Mais ceux qui détiennent le pouvoir en Afrique, alors je ne parle pas du pouvoir politique, je parle du pouvoir tout court, le pouvoir de transmission des biens, le pouvoir de solidarité familiale, ce sont les aînés. Et cette situation était en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'il y avait une contestation. Alors, comme toujours, les contestations, lorsqu'il s'agit de références traditionnelles, sont des contestations qui sont souvent masquées, qui sont souvent invisibles, qui sont souvent qu'on ne repère pas tout de suite. Les pouvoirs des aînés en Afrique, on vous dit l'Afrique c'est un pays de vieux, et c'est vrai. C'est un pays dominé par les vieux. Alors bien sûr, tout le monde a en tête, et nous allons en parler, les présidents africains, mais c'est les vieux dans les familles, c'est aussi les vieux dans les quartiers, c'est aussi les vieux dans les partis. Et donc, effectivement, cette jeunesse a été bloquée, alors peut-être beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus forte que dans d'autres continents et dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures et civilisations. Le droit d'aînesse, les systèmes inégalitaires, vous les retrouvez partout. Hein. Bon, dans les Pyrénées, il y a un système inégalitaire qui survivait, qui a encore survécu, où effectivement la parole des anciens était essentielle, y compris dans la transmission de l'héritage. Mais ça, c'est du passé. Là, on est toujours dans la situation où la parole... Alors, les aînés peuvent être le père, peut être la mère, peut être le frère, peut être l'oncle. Hein, ça varie selon les systèmes anthropologiques, mais cette parole est importante. Or,
depuis les années 80, et là les travaux des sociologues, anthropologues sont assez intéressants, il y a eu énormément de travaux, la jeunesse a été particulièrement travaillée en Afrique, au travers de cette étude sur les évolutions internes. Et donc ces travaux ont montré qu'il y avait un début de contre-culture jeune, au travers de pratiques sociales, de pratiques individuelles, de commémoration, de sociabilité. La jeunesse africaine soit quittée, émigrée, l'émigration c'est une espérance, soit dans le cadre des sociétés, suivait des voies qui étaient des voies un petit peu interdites. Donc, beaucoup de collègues ont travaillé sur la musique tanzanienne, ont travaillé sur la danse tanzanienne, ont travaillé sur le roman, la littérature africaine, tanzanienne, africaine. Donc, des travaux qui ont montré qu'il y avait un phénomène d'émergence de la jeunesse au travers d'une contre-culture et surtout l'impossibilité d'une socialisation classique, c'est-à-dire que le système scolaire, ça dépend des pays, il y a énormément de variations, mais le système scolaire est aussi en faillite et donc n'arrive pas à contrôler ces jeunes générations. D'ailleurs, à ce sujet, je vous signale un article qui est très vieux, 2005, de Mamadou Diouf, La jeunesse entre autochtonie et cosmopolisme. C'est un article très intéressant parce que très tôt, il avait repéré qu'il y avait au sein de la jeunesse deux tendances. Alors, une tendance qui est le respect des traditions et une sorte d'autochtonie sévère, et nous verrons comment ça se passe plus tard, et une tendance qui était plutôt de cosmopolite, de sortir du pays, sortir par l'émigration, mais sortir aussi par la musique, par le rêve, par la consommation. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui expliquerait ou qui intervient dans la prise de parole des jeunes. C'est classique, c'est le système politique africain est bloqué. Il est bloqué par les vieux. On a en Afrique, alors ça dépend des pays, il y a des cas typiques, il y a des cas qui sont plus nuancés, mais on a une gérontocratie politique, qui correspond d'ailleurs à une oligarchie politique. Vous en aparté, mais les apartés sont parfois des choses intéressantes. J'ai reçu un collègue africain de la région des Grands Lacs en septembre pour une soutenance de thèse, et je lui dis, mais dans ton pays, que va devenir le président? Il est tout de même assez âgé. Bon. Alors il m'a fait cette réponse. Il m'a dit, on est certain de deux choses. Le président sera réélu et le président va mourir. Il parlait de l'Ouganda. L'analyse à froid. Non, le problème de... Alors bien sûr, on peut s'attacher aux têtes, c'est-à-dire aux présidents qui ont dépassé 90 ans, qui sont réélus, qui ont un problème terrible, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer une monarchie, parce qu'en fait, la façon de survivre quand on est vieux, c'est d'avoir un dauphin. Et donc la façon merveilleuse de trouver une solution, c'est de rétablir ou de restaurer ou d'établir tout court une monarchie. D'ailleurs, les Africains sont très séduits par les Anglais. Ils veulent tous rentrer au Commonwealth. Parce que tous les autocrates, dictateurs et démocrateurs africains ont ce besoin essentiel de survivre, et de survivre au travers essentiellement d'un dauphin qui est leur enfant. Et donc, c'est vrai que l'Angleterre leur apparaît comme la solution idéale, par définition, c'est une monarchie intemporelle. Là, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire que dans cette montée en puissance de la jeunesse, montée en puissance démographique, montée en puissance sociologique et contestation interne, cette montée en puissance bute sur des systèmes politiques
qui sont tout faits pour exploiter les jeunes et pour limiter leur accès au pouvoir. Alors certains sont beaucoup plus malins, il y a un petit peu d'accès, d'autres c'est la fermeture totale. Alors, cette crise politique se double aussi, et ça c'est un élément qui va réapparaître dans les manifestations, d'une dérive oligarchique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un pouvoir détenu par une génération qui est la génération de l'indépendance, souvent, c'est ça. Qui est détenu et qui n'est pas partagé ou qui est partagé à la suite de guerres civiles, mais tout ceci est négocié. Non, c'est un pouvoir qui est aussi un pouvoir économique. Et là, il faut faire référence aux analyses, et d'ailleurs, ce sont souvent des Français qui ont excellé dans cette approche de l'État africain, c'est la thèse de l'État néo-patrimonial africain. Alors je résume rapidement, chez les politologues, il y a, si vous voulez, cette référence à Max Weber qui explique par un État, il disait ça au XIXe siècle, qui est le sultanisme. On a des sultans qui accumulent le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et le pouvoir économique. Voilà. Le sultan, bon, est renversé, mais il y a un autre sultan, le sultanisme. Bon, c'était une thèse qui était un petit peu trop carrée, qui ne correspondait pas à la réalité. Ils ont défini ce qu'ils appellent l'État néopatrimonial. L'État néopatrimonial, c'est un État détenu par ces générations, on pourrait dire, de l'indépendance, les politiciens de l'indépendance, et qui a la capacité, ou qui s'invente la capacité, au travers de la corruption, au travers des marchés publics, au travers même des investissements, de détenir aussi le pouvoir économique. Donc on a une crise à la fois, on pourrait dire, presque générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui est en train de disparaître en Afrique, et qui laisse donc une certaine place, y compris aux jeunes. Mais on a aussi un état d'enrichissement qui a atteint des sommets, puisque effectivement, maintenant, les grandes fortunes à l'échelle planétaire, c'est aussi, il y a un contingent de fortunes africaines. Et dans ce contingent de fortunes africaines, plus de la moitié sont associés aux familles qui ont régné ou régnantes. Fait régnante dans le sens contrôle du pouvoir. Donc c'est un État néopatrimonial qui a atteint un point d'accumulation énorme et qui est surtout visible. Parce que ça, c'est aussi un élément, et quand on vit en Afrique, c'est quelque chose que l'on voit. Les présidents africains dans les années 60, ils avaient une belle voiture, bon, mais c'était des fils de paysans, et tout compte fait, ils avaient eu la chance d'être président. Les présidents actuels, ou la classe politique actuelle, c'est une classe qui a accumulé et qui, effectivement, témoigne de sa réussite, mais d'une façon ostensible, qui est effroyable. Dans les années 60-70, les hommes politiques pouvaient être riches, mais c'était une richesse plus ou moins cachée, plus ou moins éloignée. Là, elle est visible. Vous allez dans une capitale africaine, alors pas des capitales africaines en crise et en guerre civile, mais en fait, dans la plupart des autres, vous serez subjugué par le nombre de 4x4, de Mercedes, d'hôtels de classe. Si vous voulez vendre du vin, allez le vendre en Afrique. C'est maintenant que les gens boivent du vin en Afrique. Mais ce n'est pas n'importe qui boit du vin. Surtout qu'ils ne boivent pas le vin vendu chez Aldi, Lidl et tout ça. Ils boivent la qualité. Monsieur Bertrand, les vins Bertrand, je fais un petit peu de publicité parce que le vin est le signe d'identification de la réussite en Afrique.
fini la bière, hein, fini la bière qu'on partageait dans la calebasse, donc c'est terminé ça. Donc on a une jeunesse qui démographiquement pèse, une jeunesse qui par ailleurs se sent exclue, dévalorisée, et qui est confrontée à un système politique et au-delà à une oligarchie qui fait état de sa corruption. Parce que la corruption en Afrique, c'est bien vu. C'est le signe de réussite. Hein? Et après, quand on est un petit peu protestant, on va prier le dimanche et vous êtes pardonné. Il y a énormément il y a une montée en puissance de l'évangélisme, en fait, du protestantisme, parce qu'effectivement, ça convient très bien à cette réussite, mais qui est une réussite qui est presque normale, puisqu'en fait, souvent, la corruption sert à investir. Hein. Il ne faut pas avoir une vision, alors, vision qui est associée à certains dirigeants africains francophones, mais dans la partie anglophone, la corruption sert à investir. Il ne faut pas croire que c'est uniquement de l'argent qu'on va caser à Dubaï, un petit peu comme l'ancien président malgache. Non, on a aussi une corruption qui investit. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais elle est très visible. Et donc la rancœur sociale, culturelle d'une génération, elle est confrontée à cette rancœur collective, hein, puisque la corruption se voit. Bon. Dernier élément de cette mise en condition de l'émergence politique des jeunes, un autre phénomène qui est peut-être moins important, mais en fin de compte subsidiaire, mais en fait qu'il faut signaler, c'est l'importance des manipulations. Les jeunes en Afrique sont des jeunes qui sont maintenant connectés à Internet. Dans des proportions qui varient selon les pays, mais dans des proportions encore plus importantes, parce que c'est la séduction de l'image, c'est la séduction des informations. Et donc effectivement, c'est une jeunesse qui peut être manipulée. La manipulation de la jeunesse, alors là on est dans la géopolitique internationale. Hein. Les puissances montantes à l'échelle planétaire voient très bien que ce qu'ils appellent le soft power, c'est la capacité d'influencer la jeunesse. Et vous pouvez influencer la jeunesse d'un immeuble à Moscou, à Paris ou à Londres, enfin Paris non, plutôt Londres ou ailleurs, hein, en divulguant des informations. Donc effectivement, on a quelque chose qui est assez important, qui est cet environnement médiatique de la jeunesse, qui souvent, au travers d'images suprémacistes, regardez les vidéos qui circulent en Afrique, il y a de quoi être affolé, c'est-à-dire c'est le culte du militaire, c'est le culte de la guerre, c'est le culte du commando, même le militaire, le véritable militaire, hein, le commando. Et donc cette image participe à un environnement qui conditionne, hein, les jeunes, parce qu'ils n'ont aucune, comme d'ailleurs dans les sociétés européennes, qui n'ont aucune pratique, aucune connaissance critique par rapport à Internet, et qui gobent tout naturellement les informations. Donc tout ceci sont des éléments qui expliquent que l'heure est arrivée pour les jeunes. C'est-à-dire en réalité, et là je prolonge une réflexion de géopolitologue, quand on mesure les événements, enfin quand on mesure les conditions, les causes, les structures, tout incite à penser que l'heure est arrivée pour la jeunesse africaine, non pas de prendre le pouvoir, mais de prendre la rue, peut-être même de prendre le pouvoir, ça c'est autre chose. Donc il ne faut pas s'étonner
comment ça se passe dans la réalité. Et c'est là où on bascule de l'étude des causes à l'étude de l'événement et à l'histoire immédiate de Jean-François Solé. C'est-à-dire où on ne peut pas se contenter d'expliquer, ça s'est réalisé parce qu'il y avait toutes ces conditions, ça s'est réalisé comment. Et donc là, il faut faire un exercice qui consiste à étudier l'événement. Alors, comme je vous l'ai dit, d'une façon parfois difficile, parce que c'est un événement qui est en cours, et qu'on n'a pas le recul à la fois critique et aussi méthodologique. Alors c'est là où en préparant ce cours, je me suis aperçu que si j'étais omnibulé par la génération Z, parce que c'est le sujet d'actualité, il fallait tout de même aussi aborder les autres formes de mobilisation de la jeunesse qu'on observe à l'heure actuelle. Bon, on va parler de la génération Z parce que c'est le fait nouveau et original, mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre mobilisation de la jeunesse en Afrique. Donc on a deux scénarios. Le scénario de la génération Z, sur lequel je vais m'arrêter, et surtout les prochaines séances, et un autre scénario, qui est l'engagement militaire des jeunes. Alors là, vous allez dire, c'est pas nouveau. La cause des armes en Afrique, c'est un fait de jeunes. Donc d'un côté, je vais examiner ce qu'on appelle la cause des armes, c'est-à-dire le fait qu'une jeunesse se mobilise militairement ou dans le cadre de guerre civile. Et ensuite, nous verrons le fait plus original de la génération Z. Donc il y a deux scénarios de cette montée des jeunes en Afrique qu'il faut avoir en tête. Le scénario original de la génération Z qui mérite d'être étudié parce qu'il est nouveau. Et un autre scénario qui n'est pas du tout nouveau, qui est la militarisation de la jeunesse. Alors, où se passe ce scénario de la militarisation de la jeunesse? Vous avez là une carte qui étudie les situations à risque à l'échelle planétaire. Alors, là aussi, c'est de la géopolitique avec des indicateurs qui permettent de mesurer les risques. Mais on voit très bien qu'il y a de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire de la Somalie-Éthiopie, en passant par le Soudan jusqu'au Sahel. Il y a une ligne rouge qui est la ligne des guerres civiles, des coups d'État militaires, des affrontements récurrents, des fronts mobiles. Bon. Et là, la jeunesse, ce n'est pas la génération Z, hein, c'est la jeunesse tout court qui est embarquée dans la guerre. Alors pendant longtemps, on a vu plutôt ce qu'on appelait les enfants soldats. Vous savez, les enfants soldats, c'est plutôt en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée, au Congo, ex-Zaïre. Là non, ce sont des jeunes. Les jeunes que vous voyez au Soudan, au Mali, au Tchad, en Somalie, en Érythrée, en Éthiopie. La grande affaire des jeunes, on est très loin de la génération Z, là, hein, c'est la guerre actuelle. Ça, on oublie un petit peu. On oublie qu'il y a, là je vous fais référence à la carte de l'Afrique, toutes ces rébellions djihadistes, des Shebabs qu'on trouve au Kenya, en Somalie. Les Shebabs sont, vous savez ce que ça veut dire, Shebab? C'est étudiant. Drôle d'étudiant, hein? Les Shebabs, c'est étudiant. C'est les gens qui étudient le Coran, bien sûr, essentiellement. Au Sahel. Donc on a on pourrait dire, la montée en puissance des jeunes dans cette partie de l'Afrique, qui est la bande sahélo-sahélienne. Et là, on a quasiment une latitude assez pertinente. C'est en réalité une société qui bascule dans la guerre, alors des guerres qui sont des guerres larvées, civiles, avec des alliances, des contre-alliances, des coups d'éclat, et ainsi de suite, ou des coups d'État.
mais où les jeunes sont partie prenante, pas les enfants, les jeunes. Donc la fameuse génération Z. La génération Z au Mali, au Soudan, en Érythrée, en Éthiopie, c'est celle qui... bon, vous avez vu les images sur les massacres dans le Sud-Soudan, enfin dans le Nord-Soudan, dans le Soudan plutôt, Darfour et... C'est elle. Alors vous avez des... j'ai 3 photos assez intéressantes. La photo des djihadistes qui sont des jeunes, la photo des paramilitaires et des supplétifs qui sont des jeunes, c'est plutôt dans le Sahel. Mais il y a une photo qui est très intéressante, c'est le milicien sur sa moto. Ça, c'est un phénomène nouveau. Ça fait référence à des travaux qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, plutôt avec la France. C'est quand on disait l'arrivée de la bicyclette dans les sociétés rurales à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ça a été une période ou un outil d'émancipation des jeunes. Vous savez, le fameux vélo qui vous permettait d'aller à 10 km de là chercher une épouse qui n'était pas l'épouse indiquée, qu'il fallait chercher dans le village d'à côté. Donc c'était une sorte de liberté. Bon. En Afrique, l'objet d'émancipation du jeune, c'est la moto. Là, c'est une moto indienne. D'abord, c'était des motos chinoises, puis maintenant, c'est des motos indiennes. Increvable, moto indienne. Il y a le père de Gaël Faye, Patrice Faye, qui a traversé l'Afrique l'année dernière avec une moto de ce genre. Expliqué, là, il fallait regarder l'huile, c'est tout. Hein. C'est des motos increvables, qui se démontent, qui se remontent facilement, qui se soudent sans problème. Or, c'est l'outil d'émancipation du jeune, au travers de la guerre. Puisque la moto est utilisée par le djihadiste et utilisée par l'armée. Supplétif. Donc là, vous avez une montée en puissance de la jeunesse qu'on ne voit pas, parce que c'est tellement, on pourrait dire, c'est rentré dans les images courantes, mais qu'on n'analyse pas en fin de compte. C'est que bon, la jeunesse, elle a trouvé, dans cette partie de l'Afrique, non pas un élément de réussite sociale, non pas un élément de réussite individuelle, mais au moins une jouissance du moment. Puisque détenir une arme en Afrique, c'est être comme l'aîné. Être comme l'aîné. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, on a traversé une région du nord du Kenya, à la frontière de l'Éthiopie. Je vous parle de quelque chose qui c'était en 2014, mais c'était intéressant. Et là, on tombe sur des migrations pastorales, enfin, des milliers et des milliers de vaches, de veaux, de chèvres, d'agneaux, de chameaux. Enfin, c'est le nord très sec du Kenya. Et autour de ces migrations pastorales, alors c'est plusieurs milliers, il y avait des jeunes armés, il y avait des vieux armés. Les jeunes étaient armés de Kalachnikov. D'ailleurs, il y a un politicien italien, enfin un politologue italien, excusez-moi, qui a parlé de génération Kalachnikov. C'est pas la génération Z, c'est la génération Kalachnikov. Eux, ils avaient des Kalachnikov. Les aînés, les vieux, ils avaient des fusils, alors je ne sais plus le terme technique, c'est des fusils américains qui permettaient de tirer plus loin et qui étaient beaucoup plus performants. Mais on avait une redistribution des tâches, on pourrait dire. Que d'un côté, il y avait les jeunes qui pouvaient guerroyer autour du troupeau pour le protéger, parce qu'il y avait des voleurs, Kalachnikov, et après il y avait les vieux qui, à distance, pouvaient guerroyer, sans d'ailleurs se faire viser, avec des fusils à lunettes et des fusils qui étaient beaucoup plus performants. Donc il y a cette présence de la guerre dans une partie de l'Afrique qui est associée à des crises politico-militaires de longue durée, mais dans lequel les jeunes trouvent leur place. Et qui dit peut-être maintenant au nord du Kenya,
ceux qui détiennent les bons fusils, c'est les jeunes, peut-être, je ne sais pas. Donc ça, c'est un élément qui apparaît important. Alors, ces jeunes participent. Alors là, effectivement, on a été un petit peu subjugué par l'arrivée au pouvoir de militaires, alors essentiellement au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On a été un petit peu subjugué par ces militaires qui présentaient l'image de panafricanisme, qui pouvait restaurer l'ordre, restaurer la santé économique, rétablir la paix. Bon, le bilan n'est pas aussi positif que ce qu'on espérait, mais là aussi, ces jeunes ont été un élément important dans l'accession au pouvoir de ces jeunes militaires. Donc, cette militarisation des jeunes, c'est aussi, dans certains cas, et je parle essentiellement du Burkina Faso et du Mali, dans certains cas, a été associée à l'arrivée de jeunes militaires qui ont fait des coups d'État pour prendre le pouvoir. Donc on est dans une situation qui est assez complexe. Alors pourquoi je vous ai présenté ces deux tableaux? Parce que c'est assez intéressant. D'un côté, on a la mobilisation de la jeunesse qui explique le coup d'État ou qui légitime le coup d'État. Et ensuite, vous avez une mobilisation de la jeunesse beaucoup plus classique. Ces jeunes femmes qui portent des t-shirts à l'effigie des présidents africains, c'est des choses que l'on voit depuis les années 60. Donc c'est pas quelque chose, si vous voulez, j'ai parlé de la mobilisation des jeunes à la mobilisation de la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse apparaît comme un élément de soutien politique au moment de l'accession et aussi d'entretien du soutien. Alors cette mobilisation de la jeunesse, bien sûr, elle est profondément, elle est importante dans le cas de ces trois régimes qui composent l'alliance des pays du Sahel, où effectivement on a, au moins dans deux cas, le Mali et le Burkina Faso, on a une sorte de coïncidence heureuse entre l'image que veut donner le pouvoir jeune, le soutien de ce pouvoir qui est la jeunesse militarisée, et un troisième élément qui est en réalité l'environnement médiatique au travers des réseaux sociaux qui apporte un aura parfois multiplié, parfois excessif. Quand on regarde les médias, il y en a de quoi s'étonner, mais qui participe à, non pas à l'arrivée au pouvoir des jeunes en Afrique, mais à l'arrivée au pouvoir de militaires jeunes en Afrique qui sont supportés par la population jeune. Tant que les résultats seront visibles. Dès qu'il y aura des problèmes d'énergie, de pétrole, de revenus, peut-être que la situation va changer. Il y a un cas tout de même qui est assez atypique. C'est le cas du Sénégal. Et donc, on serait tenté de dire, voilà, on est dans la zone sahélienne, et donc le Sénégal n'est que le débouché maritime de la zone atlantique, de la zone sahélienne. Là, vous avez eu un phénomène de montée en puissance des jeunes au travers d'une mobilisation préélectorale, au travers de la création d'un parti, le PASTEF, et au travers de candidats, d'un duo de candidats. Alors des candidats qui étaient soutenus par les jeunes, mais qui étaient soutenus, ce qui explique leur victoire électorale, aussi par une partie de l'électorat paysan, une partie de l'électorat musulman. En fait, l'accession au pouvoir des jeunes au Sénégal est une conjonction de phénomènes, mais on pourrait dire démocratique. Là, on est dans une situation atypique. Je crois que le Sénégal est toujours atypique. On est dans un cas... Alors, je vous ai présenté là plusieurs photos de cette mobilisation des jeunes au Sénégal, au travers des mobilisations de rue, de la mobilisation électorale, le PASTEF, qui est le nouveau parti, et du phénomène de la transition, puisqu'on voit l'ancien président sénégalais Macky Sall recevoir le nouveau président, ainsi que le Premier ministre. Et donc vous avez là un phénomène de rajeunissement des élites sénégalaises, selon une voie qui est la voie démocratique. Donc tout ce que j'ai dit précédemment
convient bien au Sahel, mais au Sahel intérieur, pas à la partie sénégalaise. Donc en fait, la mobilisation de la jeunesse, elle suit un scénario dans une partie de l'Afrique qui est un scénario, j'allais dire classique, qui est le scénario de la guerre. Or, et c'est là où il faut s'arrêter, parce que c'est la situation originale qu'il convient de retranscrire et d'analyser. Or, on a un autre scénario, qui est le scénario de la mobilisation pression. Certains parleront de rébellion, certains parleront de révolte, d'une génération, qui est la génération Z. Alors, ça, en deux temps, juin-juillet 24, juin-juillet 25, ça s'est passé aussi au Maroc, et ça c'est en train de se passer, ou ça s'est passé très peu de temps, à Madagascar. Aucun expert n'avait prévu ça. Aucun politique dans les pays indiqués, enfin je ne parle pas du Maroc, je parle du Kenya, de Madagascar, n'avait prévu ça. Autant la militarisation de la jeunesse dans le Sahel, ça rentre dans des plans et dans des stratégies des hommes qui veulent arriver au pouvoir ou des hommes qui sont au pouvoir, puisque vous avez les deux variantes. Autant, là, on est devant ce qui apparaît comme une inconnue. L'arrivée des jeunes au travers de mobilisations qui bloquent les pays et qui imposent, avec plus ou moins de succès, non pas leur politique, mais leurs revendications. Alors, ce phénomène de la montée des jeunes autonomes, indépendants du pouvoir politique, il y avait eu déjà quelques signes avant-coureurs. Quelques signes, mais c'était des signes très isolés. Alors, je vous les ai reproduits. Il y a par exemple au Sénégal un groupe, un collectif qui s'intitule Yanamar. On est dans la préhistoire de la génération Z. Hein. Au Burkina Faso, il y a un collectif qui s'appelle le Balai Citoyen 2014. Bon, le balai, alors nettoyer, qui est un petit peu panafricanisme. On a la même chose au Nigeria. En République démocratique du Congo, c'est la lucha. Ça fera plaisir aux gens qui ont une fibre espagnole. Le mouvement Irak en Algérie. Des phénomènes similaires en Angola. Donc on avait déjà des petits signes. Hein. Alors c'était des intellectuels, des jeunes essentiellement étudiants. C'était un début de société civile. Il y avait des artistes qui prenaient la parole. On avait là un phénomène, on pourrait dire un début de société civile africaine. Mais sans qu'on puisse attendre des mobilisations, sauf dans le cas algérien. Mais dans le cas algérien, on pourrait dire, dans un autre scénario. Ça, c'était des signes avant-coureurs. Autre signe avant-coureur, et ça c'est assez important, parce que là, j'ai pu l'observer dans le cas kényan, c'est que la génération Z, elle a touché l'Asie. Elle touche l'Asie. Vous savez, le Sud global, hein, qui voit la connexion entre la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine. Bon, c'est pas ça. Là, c'est un autre Sud global. Alors, par exemple, vous avez le précédent du Bangladesh. Ça, il faut en parler parce que c'est important, parce que les Kenyans, quand ils se sont mobilisés, ils vivaient
avec un certain décalage la situation du Bangladesh. Et ils ont copié les modes de mobilisation du Bangladesh. Donc c'est des événements qui sont en Asie, n'ont pas de lien direct avec l'Afrique. Bon, il y a quelques liens, la communauté indienne, bon, ça c'est surtout pour l'Afrique de l'Est, mais qui n'ont pas de lien tangible. Mais au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, l'expérience bengali, elle a servi au Kenya, et l'expérience népalaise, nous allons en parler aussi, a servi et sert à la génération Z malgache. Vous avez une sorte là de géopolitique qui sort du cadre, on pourrait dire, classique, qui veut qu'il y ait des continents, qu'il y ait des espaces sud, qu'il y ait des espaces nord, qu'il y ait des grands ensembles impérialistes, qu'il y ait des grands ensembles anti-impérialistes, mais qui sont aussi des nouveaux empires. Là, non, on a quelque chose, bon, le Népal, le Bangladesh, c'est pas, dans la vie politique internationale, c'est pas tout de même des éléments déterminants qui semblent apparaître comme déterminants dans l'évolution politique d'autres pays. Or, ça a été le cas. Alors, dans le cas du Bangladesh, c'est des mobilisations des jeunes contre un projet de loi qui visait à interdire à certains jeunes l'accès à la fonction publique. N'étaient autorisés à passer des concours ou être candidats que les enfants de martyrs et que ceux qui étaient musulmans, enfin une partie qui était musulmane. Donc on avait une pratique discriminatoire contre laquelle là, les jeunes se sont mobilisés tout simplement contre cette nouvelle loi. Ils ont mobilisé la rue, ils se sont attaqués au Parlement. La répression a été terrible, il y a eu près de 700 morts. Juin 2024. La mobilisation a enflé de la capitale dans les villes et dans les régions, donc un phénomène assez classique d'extension. Comment a été gérée cette affaire? Eh bien, l'armée a pris le pouvoir. Non, elle n'a pas pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir dans la rue et elle a donné à une autorité civile qui avait été prix Nobel, en fait, qui est une autorité morale importante, qui exerce le pouvoir d'une façon transitoire jusqu'à nos jours. Donc la génération Z, elle est née en Asie. Ça, c'est intéressant. C'est pas le modèle européen, c'est pas le modèle soviétique, c'est pas le non. C'est un modèle asiatique qui n'est ni chinois ni indien. Autre exemple, l'exemple népalais. Alors, beaucoup plus récent puisque c'est septembre 25. Pareil. Manifestation contre la corruption. Le pouvoir tente de réprime, donc il y a un scénario classique, manifestation, répression, émeute, attaque des pouvoirs, attaque des édifices symboliques du pouvoir. Bon, un nombre de victimes important, 72 victimes, ce n'est pas le cas du Bangladesh. Et là aussi, l'armée intervient et redonne le pouvoir aux civils, après avoir, non pas éliminé, mais la classe politique régnante. Donc vous avez là une histoire qui est là où on ne l'attend pas, hein, dans des pays asiatiques qui ne sont pas des pays phares, hein, comme l'Inde. Vous avez la même chose en Indonésie, j'ai oublié de... Bon. Donc il y a ce phénomène intéressant de génération Z que l'on voit dans des pays qui ne sont pas très connus, mais l'expérience heureuse, dans le cas népalais et bengali, l'expérience heureuse a servi aux manifestants kenyans, puis aux manifestants malgaches, en disant, mais voilà, ils ont réussi, pourquoi pas nous? Alors,
arrêtons-nous maintenant sur les générations Z en Afrique. Donc, génération Z en Afrique, c'est le Kenya et Madagascar. Je vais identifier les points communs à ces mobilisations et ensuite nous verrons les semaines suivantes comment ça va se passer de façon plus précise. Dans les deux cas, on a des manifestations qui sont motivées sur des questions basiques. Dans le cas kényan, c'est une loi parlementaire, une loi fiscale parlementaire, qui vise à imposer la TVA sur les petites activités informelles. Bon, je résume rapidement. Le Kenya est un pays qui est une économie émergente, donc où il y a beaucoup d'activités informelles autour d'Internet, autour des services, autour des transports. Bon, c'est quelque chose à voir, c'est énorme. Donc la grande idée du pouvoir, c'est de dire, voilà, je vais fiscaliser par la TVA ces services. Or, ces services sont des services qui sont souvent réalisés par les jeunes. Jeunes étudiants qui ont un petit boulot, ou jeunes tout court, qui conduisent une voiture, qui délivrent des biens, qui travaillent à façon. Bon. Et donc, au Kenya, la génération Z, c'est tout simplement empêcher que le Parlement vote une loi fiscale qui fiscalise les échanges qui étaient les éléments de survie de ces jeunes. Donc, au départ, on pourrait dire que c'est une revendication vitale. Mais une revendication vitale qui est aussi une revendication des autres générations, de leurs frères, de leurs aînés, de leurs parents. Dans le cas de Madagascar, c'est encore plus basique. C'est la revendication de l'accès à l'eau et à l'électricité. Alors vous avez là une photo d'une mobilisation, alors mobilisation à Nairobi, mobilisation à Tananarive. Alors là, vous regardez bien, sur la photo, vous avez un élément assez étonnant, un bidon. Vous savez, le bidon jaune. En fait, l'incurie du pouvoir politique malgache fait que régulièrement, il y a des coupures d'eau et régulièrement, il y a des coupures d'électricité. Et donc, vous avez toute une économie de bidons. Les familles ont des bidons jaunes de 20 litres qu'ils stockent pour avoir de l'eau. Et donc, on pourrait dire que ça a commencé par une révolte de bidons. Ça, c'est un élément déterminant. La génération Z, ce n'est pas des grands projets politiques, c'est des revendications quotidiennes. Ce qui explique que, même si les manifestations sont le fait de jeunes, elles sont soutenues, ou plutôt comprises par les aînés, par les parents, par les milléniums, c'est-à-dire la génération qui a plus de 30 ans. Autre élément intéressant qu'il faut mettre en évidence, c'est la réaction du pouvoir. La réaction du pouvoir vis-à-vis de ces manifestations jeunes a été de choisir délibérément la répression. Ça avait marché précédemment. Il y a eu des manifestations de jeunes zonards, de jeunes qui viennent des bidonvilles au Kenya. Il y a eu des manifestations de voleurs de la rue à Madagascar, mais tout ceci a été relativement bien maîtrisé par le pouvoir. Là, dans ce cas précis, ils ont réagi toujours de la même façon, ils ont réprimé. Sauf que cette répression, elle s'est faite en direct. Et donc elle a été démultipliée. Alors, dans le cas du Bangladesh, c'était 700 victimes. C'est énorme.
Dans le cas du Kenya, on est autour de 80 victimes. Et pas uniquement en Nairobi, dans toutes les villes. On n'est pas dans les mêmes échelles de grandeur. Mais le fait déterminant, c'est que tout ça s'est passé en direct. Vous avez là des photos qui sont des photos de victimes, manifestants, de prisonniers, mais ce n'est pas des photos qui viennent d'une agence de presse française, américaine ou allemande ou anglaise. Bon, elles viennent aussi d'elles, mais c'est des photos qui ont été prises par des manifestants. Ça, c'est un élément qui est important. Regardez, vous avez la photo du haut. Alors, il faut savoir que au Kenya et à Madagascar, dans une moindre mesure, la couverture Internet est importante. Et donc l'accès à Internet et aux images d'Internet et aux réseaux sociaux est facile. Il y avait d'ailleurs, quand je parle de ça, je pense à un vieux débat qui a toujours passionné des historiens des manifestations. C'est comment mesurer le nombre de manifestants. Alors, bon, vous savez, c'est un grand débat qui réapparaît, l'estimation de la police et l'estimation des syndicats. Mais il y avait un autre débat, c'est est-ce qu'il faut prendre en considération les badauds? D'accord? Ce qui fait enfler la mobilisation. Mais dans ce cas précis, il faut prendre en considération les manifestants, les badauds, mais aussi ceux qui ont vu et ceux qui ont retransmis. C'est-à-dire qu'en réalité, une manifestation, c'est quelque chose de physique, mais c'est aussi un public, par Internet. Le problème, c'est que les pouvoirs en Afrique, ils dépendent aussi d'Internet. Et ils n'osent pas couper. Vous me dire, c'est très facile, on coupe Internet. Certains le font, hein. En Tanzanie, ils l'ont fait. Mais si vous coupez Internet, vous coupez toutes les réservations, vous coupez toutes les consommations. Si vous voulez, vous avez un modèle économique qui fonctionne sur Internet. Donc, ils hésitent de couper. Ils coupent quelques heures, ils coupent quelques minutes, ils coupent dans quelques villes, dans quelques quartiers. Mais les compagnies de téléphonie, en fait, Internet, alors c'est Safaricom au Kenya, Airtel, c'est indien, Orange à Madagascar, ils ont tout intérêt à rester ouverts, ils font du fric. Tout le monde sait que dans les crises en Europe, ceux qui tirent profit des crises, c'était les journaux. Mais ceux qui tirent profit des crises de la génération Z, c'est les réseaux, bien sûr, mais c'est aussi les compagnies qui vendent ces services. Donc vous voyez, vous avez une situation assez étonnante de mobilisation qui très rapidement utilise un mode de communication qui n'était... Là, on est dans... c'est pas l'exclusivité, puisque ça a commencé un petit peu en Asie, mais on est dans le fait nouveau. Pendant longtemps, on disait les manifestations, c'est des foules émotives. D'accord? C'est irrationnel. Tous les sociologues qui ont travaillé sur les phénomènes de foule, dont d'ailleurs des sociologues français, ont mis en évidence ce phénomène. Or, avec la génération Z, on n'est pas devant des foules émotives, on est aussi devant des foules intelligentes, qui reçoivent, en fait, qui aussi sont commotionnées par les images douloureuses, mais qui reçoivent des images, qui analysent des images et qui diffusent les images. Puisque tous ces manifestants se font des selfies avec des influenceurs, avec des relais, alors soit des sites internet, soit des réseaux sociaux, alors tous les réseaux participent. Et donc il y a là une mobilisation qui enfle,
et qui enfle démesurément sans être contrôlé ni par ceux qui manifestent, puisqu'il n'y a pas de tête, et encore moins par le pouvoir. Donc la tentation de réprimer, et quand on réprime, on le fait en public et ça devient préjudiciable. Alors nous verrons comment ça s'est passé dans le cas kényan, parce que c'est très intéressant. Alors là, je vous ai arrêté sur la génération Z, parce qu'en fait, il y a aussi un phénomène assez étonnant qui est lié à cette génération. On ne peut pas comprendre la génération Z, moi j'ai un problème pour la comprendre, parce que je ne suis pas de cette génération. J'écoutais une influenceuse malgache qui disait, à qui on disait, maintenant ça y est, vous avez fait tomber le gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire? Elle disait, ah, c'est vrai. On a été surpris. On n'avait pas pensé que ça puisse marcher aussi bien que ça. D'ailleurs, entre nous, on dit que c'est une nouvelle saison. Quoi, nouvelle saison? Comme les feuilletons. Ils sont dans une histoire qui se raconte, où ils sont des acteurs, où ils sont des metteurs en scène, et ils disent, bon, mais voilà, là, on ne contrôle pas la situation, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle saison qui commence. Alors on dit, moi, vu mon âge, là, je suis complètement... Je crois que c'est celle-là. Génération Z aussi, c'est le pirate. Alors le pirate, ça vient d'Asie, mais il faut signaler qu'il y a aussi en Europe des partis pirates. Alors vous n'avez pas à Tarbes un parti pirate, peut-être qu'il y en a, mais en Suède et en Norvège, vous avez des partis pirates. Donc le slogan, le drapeau est le drapeau du pirate. J'étais en Suède il y a 2 ans, il y avait une campagne électorale. Alors, en campagne électorale en Suède, c'est très, très poli, chacun a sa table, chacun a son calicot, ses flyers, bon. Et donc vous avez les partis classiques, droite, centre-gauche, ou extrême-droite, et ensuite vous avez un parti, et là, vous regardez, c'est un pirate. Il est habillé en pirate, le type. Ils font 4 ou 5%. Bon, alors c'est pas la génération Z suédoise, elle a d'autres préoccupations, bien sûr, mais le phénomène de génération Z et de labellisation, elle s'entretient dans des références idéologiques qui ne sont pas du tout marxistes-lénistes ou qui ne sont pas du tout libérales. Non, on est dans un monde médiatique totalement différent. Voilà ce fameux pirate. Alors, c'est un pirate qui est customisé, qui est mis aux couleurs malgaches, puisqu'on lui a mis un petit chapeau en paille. Vous savez, les malgaches, à quoi reconnaît-on en malgache? Il porte un chapeau de paille. Voilà. Et c'est un chapeau de paille d'une ethnie malgache qui est très connue et qui a très rapidement fait office de référence. La question, bien sûr, qui va se poser, c'est quel va être le devenir, ou quel est le devenir, ou qu'a été le devenir, puisque là on est dans des situations en cours et des situations qui se sont clôturées, de la génération Z. Est-ce que c'est une écume splendide, spectaculaire, bon, chacun y trouve un petit peu des références héroïques, puisqu'en fin de compte, ce sont les enfants qui manifestent. Et par exemple, au Kenya, les gens disent c'est les jeunes, c'est nos jeunes qui ont manifesté. Il y a une certaine fierté de dire c'est nos jeunes qui ont manifesté. Et dans les jeunes, il y avait aussi des fils d'officiels, de ministres. Oui, c'est un phénomène qui bousculait toutes les classes sociales. Donc il y a là une histoire qui est en cours, mais qui pose
la question du devenir, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir affaire à un nouveau cycle politique? Est-ce que c'est une porte, des perspectives, au contraire, qui retomber, comme souvent les printemps. Les printemps, c'est pour ça qu'on souvent on associe le romantisme au printemps politique. Les printemps sont des phénomènes d'ébullition sociale, mais qui ne trouvent pas de place dans le champ politique de chaque pays. Donc là, c'est le devenir. L'impact, là aussi, le sentiment d'avoir participé à un événement de ce type doit être pris en considération. Par exemple, dans cette salle, vous êtes les enfants de 68. Hein, entre vous, qui a manifesté en 68? Qui a jeté des trucs? Oui. Vous êtes la génération de 68. Et la réussite de l'Université du temps libre, c'est un petit peu ça. C'est cette génération qui apporte. Donc, est-ce qu'on aura le même phénomène? Les printemps ne sont jamais sans lendemain. C'est-à-dire que, effectivement, au départ, je vous ai dit, voilà, je vais travailler sur une situation originale qui s'apparente à un printemps. On peut lui donner ce terme, printemps africain. Et souvent, les printemps déçoivent. D'ailleurs, en Afrique, le printemps, ça n'existe pas. Il y avait un ambassadeur français à Dar es Salaam qui disait « À Dar es Salaam, il y a 2 saisons. La saison chaude et la saison chaude. » Pas de printemps possible. Parce que la notion de printemps, c'est la régénération. L'idée qu'un corps va se régénérer, et donc associé à l'énergie de la jeunesse. Bon, malheureusement, cette situation de printemps, alors, vous allez dire, Madagascar pourrait avoir un printemps. Qui connaît Madagascar, c'est que au mois d'octobre, les arbres fleurissent à Madagascar. Hein? Alors j'ai oublié l'arbre en question, c'est les arbres mauves. Le jacaranda. Donc il y a un printemps tout de même à Madagascar, c'est le moment où les jacarandas se mettent à fleurir et à pleurer. Mais en règle générale, bon, la notion de printemps européen ne colle pas, on pourrait dire, à la génétique des plantes et au climat, à la climatologie africaine. Mais effectivement, c'est des événements qui ont marqué la population et qui, dans leur mémoire, qui ont marqué leur mémoire et qui ont marqué la mémoire de leur appareil. C'est-à-dire qu'ils ont tous des images d'acteurs témoins ou de simples visions. Ils ont des images de ces événements. Donc ça pose la question de la génération. Et donc peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain immédiat. Alors dans le cas malgache, on a vu qu'il y a un lendemain immédiat, c'est le changement de pouvoir. Mais est-ce que c'est un changement de régime? C'est autre chose. Ça, nous le verrons. Mais sûrement qu'il y a un phénomène de génération. Et donc c'est là où peut-être le devenir est le plus intéressant. Malheureusement, là, il faudra attendre pour voir comment les fleurs vont éclore. Il faudra attendre la saison 2 et à programmer l'année prochaine si Dieu nous donne la possibilité de faire. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info.
Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.